qui est astrophysicien, chercheur au laboratoire AIM, donc qui veut dire astrophysique, instrumentation et modélisation. Il est professeur à l'Université de Paris, donc certains d'entre vous, ils l'ont peut-être déjà eu dans des UE libres ou comme professeur. Alors, son sujet de recherche est plutôt les couples d'étoiles, dont une a été fondée pour devenir une étoile à neutrons ou un trou noir. Et ce type de système porte après à des fusions de résidus stellaires qui donnent lieu à des explosions gigantesques. C'est ce qu'il disait dans une interview récente. Alors, il y a un livre qui est sorti récemment, tout juste avant le confinement, le 19 mars 2020, qui est La colonisation de l'espace à l'œil nu. Et le sujet de ce livre est tiré justement du cours de exobiologie que tu donnes. Voilà, on voit le livre. Et donc, voilà, les séminaires d'aujourd'hui, c'est en plein dans ce thème-là. Vous le connaissez aussi probablement parce qu'il est très très actif aussi dans tout ce qui est vulgarisation, conférences grand public, émissions radio. Donc si vous tapez Sylvain Chatti, vous trouvez plein de choses enregistrées et passionnantes. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pourrez vous régaler. Merci beaucoup Sarah pour cette invitation à donner ce séminaire d'ouverture du magistère. Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle, malgré le masque, ça va? Je dois dire que si vous tapez Sarah Bucci sur Internet, elle est beaucoup plus populaire que moi. Donc aujourd'hui, je vous parlais de recherche de vie dans l'univers, de ce qu'on appelle cette science qu'on appelle l'exobiologie. Si vous avez des questions, j'ai mis mon mail là, sylvain.chatti@u-paris.fr, si vous me les posez après cette présentation. Et donc j'ai 3 quarts d'heure, c'est ça 3 quarts d'heure et un quart d'heure de questions. D'accord. Bon, je vais essayer d'être assez rapide. Donc voilà, en effet, Sarah vous a mentionné ce livre qui est sorti, qui en fait n'est pas un livre d'exobiologie, hein, puisqu'il y a le premier chapitre qui est en fait sur l'apparition de la vie sur Terre, puisque je considère que c'est une première colonisation de vie réussie sur la planète Terre, et c'est la seule qu'on connaisse actuellement. Mais le reste, c'est vraiment sur la colonisation spatiale, donc le premier chapitre est vraiment dédié à l'apparition de la vie sur Terre, et il y a un chapitre sur les exoplanètes dont je vais parler dans cette présentation. Voilà, je vais d'abord rapidement mentionner Giordano Bruno. Giordano Bruno est un docteur en théologie qui disait ceci. Dieu, dont la puissance est infinie, n'a pu créer qu'un univers sans mesure à son image. Nous savons qu'il existe un champ infini. En lui se trouve une infinité de corps semblables aux nôtres. Aucun d'eux n'est au centre de l'univers, car l'univers est infini et par conséquent sans centre ni limite. Évidemment, aujourd'hui, tout cela paraît assez banal. Jean Bruno pensait que toutes les étoiles que l'on voyait dans le ciel étaient des étoiles comme le Soleil, qu'autour il y avait des planètes comme la Terre, et que sur ces planètes, il y aurait peut-être même de la vie, des êtres vivants. Donc il a dit d'autres choses qui n'ont pas beaucoup plu à l'Église, donc il a été soumis à la question, comme on disait à l'époque, par l'Inquisition, et il a été finalement brûlé vif en 1600 sur la place Campo di Fiori, avant. Maintenant, il y a cette statue. Il y a cette statue, exactement, et il y a un très beau marché tous les matins sur cette place, et je me suis pris un jour un café devant la statue, et je me suis prosterné devant Giordano Bruno. C'était un sacré personnage, hein, voilà, mais en effet, voilà, je voulais pas lui rendre hommage, et le fait est qu'il n'est en fait toujours pas réhabilité par l'Église, donc il est toujours sur la liste des hérétiques. Voilà, donc ça c'était 1600, donc il y a 4 siècles, et aujourd'hui, voilà, ça nous paraît une banalité ce qu'il a dit. Et donc je parlais voilà, d'astro ou d'exobiologie. Alors en français on parle plutôt d'exobiologie, en anglais on parle plutôt d'astrobiology, donc c'est pour ça que j'ai mis les deux termes. C'est une science qui est en fait assez nouvelle et qui est surtout pluridisciplinaire, puisque c'est une science qui regroupe à la fois des questions d'astrophysique, des questions de géophysique pour voir comment les planètes se forment, de physique évidemment, de chimie pour l'apparition de la vie, de biologie pour les êtres vivants. Et alors là j'ai mis sciences sociales, ça c'est évidemment au cas où on découvrirait des extraterrestres, et bien les sciences sociales commenceraient à intervenir, mais on n'y est pas encore comme vous l'avez compris. Donc comment rechercher de la vie dans l'univers? Alors d'abord il va nous falloir définir ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'on cherche et comment on le cherche, et finalement où est-ce qu'on va chercher de la vie. Alors quand je dis de la vie, c'est pas forcément
ça peut être juste des signatures de vie passée, ce n'est pas forcément de la vie qui existe actuellement. Ça peut être où est-ce qu'il y a eu de la vie à un moment donné dans le passé. Alors voilà mon plan, donc je vais parler d'origine de vie sur Terre, de recherche de vie dans le système solaire, de recherche de vie dans les exoplanètes, et j'essaie de faire tenir tout ça en 3 quarts d'heure, et pour pouvoir prendre vos questions à la fin. Alors, tout d'abord, donc l'origine de la vie sur Terre. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on connaît de comment la vie est apparue sur Terre. La grosse question en premier, c'est qu'est-ce que c'est que la vie? Parce qu'avant de la rechercher, il faut savoir ce que c'est. Sinon, on ne sait pas ce qu'on recherche. Et en physique, l'idée, c'est d'abord qu'on identifie bien le problème avant de chercher quelque chose, de répondre à une question. Et en fait, il se trouve qu'il y a pléthore de définitions. Alors, je vais vous en donner 2. L'une qui est la définition de la Société française d'exobiologie, qui est la société savante française sur l'exobiologie, qui regroupe en fait plutôt des scientifiques qui travaillent dans ce domaine-là. Bon, moi, je suis membre, par exemple, de cette Société française d'exobiologie, et il y a eu un congrès à un moment donné, pendant une semaine, où les membres se sont réunis et ont discuté de comment on pourrait définir la vie. Et voilà le résultat, au bout d'une semaine et de nombreux débats. Un être vivant est considéré comme un système ouvert, donc qui va échanger de la matière et de l'énergie extérieure, un système capable de s'auto-reproduire, c'est-à-dire que vous faites la même chose à partir d'un être vivant, vous faites à peu près le même être vivant, mais en même temps, cet être vivant évolue par suite de ce qu'on appelle des mutations ou des erreurs de copie. Alors voilà, ça c'est l'une des définitions. Vous pourrez en trouver d'autres. Elle n'est pas forcément idéale, mais il faut partir de quelque chose avant de le rechercher. Il y a une autre définition qui est celle de la NASA, que personnellement je trouve assez forte. Donc elle date des années 90, qui dit « La vie est un système chimique ». Donc chimique, ça veut dire que c'est ouvert avec l'extérieur en fait, et qui se passe des réactions à partir de la matière d'énergie, auto-entretenue, qui va s'auto-reproduire, et capable de subir une évolution darwinienne. Ça, c'est l'évolution avec des erreurs ou des mutations, ce qui en fait revient au même. Voilà, donc si on a déjà maintenant défini la vie, on peut un peu plus rechercher ce que c'est. Alors à noter que, par exemple, ça va exclure beaucoup de choses comme les roches, par exemple. Ça va exclure les virus qui ne sont pas considérés comme capables de s'auto-reproduire parce qu'il faut qu'ils aient un autre, qu'ils aillent dans une autre cellule pour pouvoir se reproduire. Je pense que maintenant, en ce moment, vous connaissez bien le problème. Et donc, par contre, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que ça peut inclure les virus informatiques qui sont capables de s'auto-reproduire. C'est des systèmes qui échangent de l'information, pas de la matière d'énergie, de l'information, et qui peuvent aussi évoluer. Voilà, donc la définition n'est pas forcément idéale, mais au moins c'est une définition. Alors, comment est née la vie sur Terre? Eh bien, on pense que sur Terre, pendant le premier milliard d'années, il y avait beaucoup de molécules organiques, donc du carbone lié à de l'hydrogène, de l'oxygène, certaines molécules étaient ce qu'on appelle des molécules prébiotiques, c'est-à-dire qu'elles allaient pouvoir, en se rassemblant, donner naissance à des molécules plus complexes et jusqu'à aller à des acides ribonucléiques ou des oxyribonucléiques pour ensuite former des protéines. Donc ces molécules-là, elles s'étaient produites soit au fond des océans, soit aussi elles provenaient de l'espace. Et donc en fait, il y a ces deux filières qu'on appelle la filière océanique et la filière spatiale dans cette apparition de la vie sur Terre. Et donc le scénario qu'on a actuellement, c'est que la vie a émergé dans l'eau, basée sur la chimie du carbone, on va voir pourquoi. Et donc l'eau joue un rôle très important. Les molécules organiques les plus importantes qui entrent dans la constitution de ces molécules prébiotiques sont ce qu'on appelle les SNOPS, en langage d'exobiologie, c'est-à-dire le carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. C'est celles qu'on va retrouver pour des fonctions vraiment fondamentales au niveau de constitution de membranes dans les cellules, pour acquérir de l'énergie, etc. Donc ensuite, il faut des catalyseurs qui permettent d'effectuer ces réactions. Et on pense qu'on a commencé avec un monde vivant basé sur des virus constitués d'ARN, donc d'acide ribonucléique. Et ensuite,
les cellules ont pu se former à partir des ARN, des protéines et de membranes, les membranes étant justement cette partie de la cellule, je vous en montrerai une petite partie, qui permet de garder du matériau génétique en particulier et de pas que la membrane, elle doit faire passer de l'eau d'un côté, mais elle ne doit pas faire passer de l'eau de l'autre, pour pas qu'elle se vide tout le temps en permanence. Alors, pourquoi le liquide est si important? Eh bien, parce que en fait, ça a des propriétés très importantes pour le transport de ces molécules. En effet, les molécules doivent pouvoir être mobiles pour se déplacer, pour se rencontrer et pour s'assembler. Et typiquement, si la phase est solide, les molécules ne bougent pas, elles sont immobiles, donc elles ne vont pas se rencontrer. Et si la phase est gazeuse, les molécules sont complètement diluées, donc elles auront très peu de chances de se rencontrer aussi. Donc l'eau liquide est un facteur important. Évidemment, l'eau liquide, on n'en trouve pas, on va le voir tout à l'heure, sur beaucoup de planètes. Puisque de l'eau liquide à la surface, on n'en trouve que sur Terre. Alors, on verra tout à l'heure, il y a au moins une planète sur laquelle il y a eu de l'eau liquide à la surface à un moment donné de son évolution. Il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il n'y a de l'eau liquide à la surface que sur la Terre. Donc, évidemment, ça limite après le champ des possibles. C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir de l'eau liquide sur la surface. Pourquoi le carbone? Alors là, le carbone, c'est la raison plutôt chimique. D'abord, le fait est que le carbone, il est très abondant, parce qu'on en trouve beaucoup dans l'atmosphère, on en trouve dans les fosses hydrothermales, qu'on appelle les évents hydrothermaux, et on en trouve aussi beaucoup dans l'espace, parce que c'est une molécule qui est assez légère et qui est fabriquée, synthétisée en abondance dans les étoiles. Et en plus, il y a une raison chimique, c'est que le carbone a des liaisons tétravalentes, ce qui veut dire qu'il y a une chimie macromoléculaire assez complexe, elle peut fabriquer des molécules très complexes, et ces molécules-là, ces liaisons sont assez solides, ce qui fait qu'elles ne sont pas détruites par les rayons ultraviolets. Donc ça reste assez stable sur du long terme. Donc c'est riche et c'est stable. Voilà pourquoi le carbone est un bon élément. Ça, c'est ce qui s'est passé sur Terre. Ça ne veut pas dire que de la vie puisse se développer avec d'autres mécanismes. Mais en tout cas, on sait que sur Terre, ça a fonctionné. C'est un exemple qui a fonctionné. Et donc, on se dit que si ça a fonctionné sur Terre, pourquoi ça ne pourrait pas, ou ça n'aurait pas pu fonctionner ailleurs? La Terre primitive, il y a 4 milliards d'années, ressemblait un peu à quelque chose comme ça. Il y avait de très petits continents, un peu de la taille de l'Islande, entourés d'eau liquide assez peu profonde, probablement quelques centaines de mètres, mais par contre de l'eau chaude. Donc vous ne vous seriez pas baigné à l'intérieur. En plus, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, de toute façon, vous seriez rapidement asphyxié. Mais l'eau était entre 50 et 80 degrés, donc très chaude. Donc du coup, probablement que ça a favorisé l'émergence au départ de vie qui était plutôt adaptée à des températures élevées. Avec une atmosphère dominée par le dioxyde de carbone et de l'eau, on sait que le volcanisme tectonique des plaques sont sur Terre depuis à peu près 3 milliards d'années. Et le gros problème qu'on a dans l'exobiologie, c'est que toutes les traces de vie primitive, la vie qui a apparu sur Terre au tout début, elles ont été effacées, complètement effacées, par les rayons UV, par la tectonique des plaques, par l'érosion hydraulique, et aussi par la vie elle-même, parce que la vie qui arrive sur Terre détruit la vie qui était là avant. Et donc, on n'a plus de traces aujourd'hui de ces premières traces de vie. En plus, alors pour ces raisons-là, et les deux raisons principales sont que cette trace de vie primitive a été détruite par la vie actuelle, et la vie qui a apparu après, et la tectonique des plaques. En gros, tous les 100 millions d'années, il y a un reset total de la surface de la Terre. Donc, tout ce que vous aviez avant a disparu et est parti dans les subductions de plaques et on ne retrouve plus. Alors, on a quand même des endroits où, avec les jeux des plaques, on a des roches sédimentaires qui sont très anciennes. Donc là, vous ne voyez pas tout en haut, mais ici, donc, il y a l'Australie, l'Afrique du Sud et puis il y a le Groenland. Donc ça, c'est des roches sédimentaires très anciennes qui datent de 3,75 milliards d'années, la Terre ayant 4,55 milliards d'années. Donc ça correspond au début de l'Archéen, l'Éon archéen.
Et il se trouve que, par exemple, au Groenland, à Ishwa, on a trouvé des stromatolites. Les stromatolites étant des bactéries qui utilisent l'énergie solaire et quand elles se développent, elles laissent derrière elles des résidus qui en fait vont se fossiliser, vont devenir solides et ça forme comme des millefeuilles, des structures feuilletées comme ça. Donc c'est un peu ce que vous voyez ici sur cette image. Donc ça c'est un stromatolite qui a 3,7 milliards d'années. Alors il y a un peu des doutes sur est-ce que vraiment ça date de 3,7 milliards d'années, est-ce que vraiment ce sont des stromatolites du passé. Il y a un petit doute sur ce résultat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive quand même à avoir des traces de vie qui s'approchent de, on va dire, 3,5 milliards d'années. Ça veut dire qu'en gros, en 1 milliard d'années, la vie est apparue sur Terre. Et 1 milliard d'années, ça semble beaucoup pour nous, mais finalement, sur l'échelle d'une planète, ça reste assez rapide. Et vu la complexité du phénomène pour créer de la vie, c'est quand même assez rapide. Alors aujourd'hui, si vous voulez voir des stromatolites, il y a des stromatolites actifs qui sont en Australie. Ça, si vous allez en Australie, ça ressemble à des rochers. En fait, ce sont des excréments de bactéries, mais qui se sont créés depuis 3,4 milliards d'années. Et à la surface, il y a des bactéries actives qui utilisent l'énergie solaire et qui laissent derrière elles des résidus qui se fossilisent. Donc c'est évidemment des choses qui sont protégées, puisque des rochers de 3,4 milliards d'années, on n'en a pas sur Terre, et là, c'est vraiment des bactéries qui ont formé ces structures-là. Alors du coup, ça m'amène à vous montrer un peu l'évolution qu'il y a eu de la vie sur Terre, ce qu'on appelle le Tree of Life, l'arbre du vivant, qui regroupe la biodiversité, qui a été bien montré par Charles Darwin dans son livre The Origin of Species. Et là, vous voyez donc un arbre avec différentes branches. Et nous, en fait, on est par ici. Voilà, les mammifères sont par là. Ça, c'est un arbre qui a été dessiné par Ernst Haeckel en 1966 et qui est assez beau, mais qui aujourd'hui ne représente plus vraiment ce qu'on pense être la structure de la biodiversité. Et en tout cas, ça me permet quand même donc nous, on est par ici. Et ici, vous voyez, à la base de l'arbre, il y a ce qu'on appelle Lucas. Lucas, alors c'est pas un être vivant qu'on a trouvé et à qui on a donné un petit nom. En fait, Lucas, c'est le last universal common ancestor, donc le dernier ancêtre commun universel. Donc en fait, c'est le plus primitif, on va dire. Donc du coup, on ne sait pas ce que c'est. On pense que c'est lié à un monde viral basé sur l'ARN, mais on ne sait pas précisément ce que c'est. Et il est commun à toutes les branches de vie actuelles. Alors, quelles sont ces branches de vie actuelles? Si vous vous rappelez vos cours de SVT, vous vous souvenez. En fait, de Lucas partent deux branches. La première qui se développe, c'est la branche des bactéries, qui sont en fait les êtres vivants les plus primitifs, ceux qui se sont développés en premier sur Terre et continuent encore à évoluer, bien sûr. Ensuite, il y a eu les archées. Alors ça, ce sont des cellules assez simples, des organismes unicellulaires, dans lesquels, à l'intérieur de la cellule, il n'y a pas de noyau. Et à un moment donné, il y a une fusion entre une archée et une bactérie qui a du coup donné une cellule avec un noyau à l'intérieur. Et ça, c'est nous. Donc les eucaryotes. Et les eucaryotes, je suis passé trop vite là, pardon. Les eucaryotes, c'est nous. Nous sommes ici, voilà. Donc là, on a les mammifères. Et nous sommes à côté des champignons. Nous sommes des eucaryotes comme les champignons. Et alors, donc là, c'est un arbre phylogénétique. Donc vous avez ici, en fait, qui représente en gros la diversité. Et là, ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, tout ça, c'est les bactéries. Tout ça, là, c'est les bactéries. Lucas, il est là. Donc il a donné naissance à toutes ces bactéries. Ensuite, tout ça, c'est les archées. Et le petit truc vert qui est là, c'est les eucaryotes. Donc c'est nous, mais c'est pas que nous, parce qu'il y a plein d'autres systèmes qui sont à peu près qui nous ressemblent. Voilà, donc si vous voulez pas retenir tout l'arbre génétique, je vais vous montrer, vous retenez ça. Lucas, bactéries, archées, eucaryotes. Là, c'est les spécimens. Et voilà, là, on voit rien du tout parce que c'est sous la bande de zoom, mais bon, ici, ça vous montre qu'il
les bactéries et les archées, ce sont des cellules plutôt simples qui, en fait, n'ont pas de noyau à l'intérieur de la cellule, alors que les eucaryotes, donc nous, ont un noyau à l'intérieur de la cellule. Et c'est pour ça qu'on pense que c'était une fusion d'une archée avec une bactérie. Alors, évidemment, on s'est demandé comment la vie avait pu apparaître et on a essayé de reproduire cette apparition de la vie. Donc, il y a une expérience qui est très célèbre, qui est l'expérience de Stanley Miller, qui date de 1953, où il a pris un ballon rempli d'eau, qu'il a chauffé. Il a mis dedans aussi du méthane. Donc il a chauffé ça, il y a la vapeur d'eau qui s'échappe par ici, il y a du méthane à l'intérieur. Il a fait des arcs électriques pour simuler les orages qui devaient se produire au début dans la Terre primitive. Et il a réussi, donc en laissant tourner ça pendant quelques heures, il a réussi à fabriquer 4 acides aminés protéiques qui sont donc à la base des protéines, dont la glycine, qui se trouve ici, qui est un acide aminé, l'un des plus simples, mais qui est très présent dans les formes de vie actuelles. Ah, donc c'est un succès, c'était un succès en tout cas. Sauf que l'atmosphère primitive, et ça on l'a appris après cette expérience, elle est constituée principalement de dioxyde de carbone et en fait de très peu de méthane. Et quand on recommence cette expérience avec plus de CO2 et très très peu de méthane, eh bien on n'arrive plus à créer d'acides aminés protéiques. Donc ça veut dire qu'il y a une autre source, un autre moyen de faire apparaître la vie que la filière océanique. Parce que là, vous voyez, comme on met de l'eau, c'est la filière océanique. Donc si l'atmosphère n'est pas l'unique source de molécules prébiotiques, et si tout ne s'est pas formé dans l'eau, ben, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est justement ce qu'on va pouvoir voir plus tard. Mais déjà, allons un petit peu examinons ce qui se passe dans l'eau. Bon là, c'est une mare d'eau un peu particulière, parce que c'est une mare d'eau très soufrée, avec beaucoup de phosphore, et où on trouve des bactéries, des archées thermophiles, et il fait très chaud en plus. Mais ce n'est pas là que je veux aller, je veux plutôt aller au fond des océans. Si je vais au fond des océans, on va voir que les bactéries se développent dans les dorsales océaniques, à des endroits qu'on appelle des fumeurs noirs, vous voyez tout de suite pourquoi, ce qu'on appelle plus scientifiquement des évents hydrothermaux. Donc en fait, il y a du magma qui se trouve en dessous des dorsales, qui sort, qui crée de la fumée très noire comme ça. On a une pression qui est de l'ordre de 500 bars quand on est à côté, une température de 360 degrés. Alors normalement, au fond de l'océan, il fait quelques degrés, pas plus. Là, on est à 360 degrés, très basique. Donc ça, c'est Rainbow. C'est un évent qui se trouve au large des Açores, avec une composition très forte en hydrogène, en carbone, en méthane, et une production d'hydrocarbures, des molécules complexes basées sur le carbone, qui est assez importante. Et on trouve des bactéries qui vont se former à côté. Alors, une possibilité, c'est que des bactéries ont pu se former, apparaître à côté de ces évents. La question, c'est combien de temps peuvent-elles survivre là? Alors, ces bactéries survivent longtemps, c'est des bactéries thermophiles qui survivent à une haute température. Par contre, les acides aminés, eux, ils sont rapidement détruits à cette température. Donc, ils ne peuvent pas subsister longtemps. Donc, est-ce que les acides aminés ont pu apparaître ici? Ce n'est pas évident. Par contre, est-ce qu'un organisme vivant tel une bactérie qui est déjà formée peut arriver ici et vivre? Ça, c'est possible. Et donc, vous voyez que ça veut dire qu'on ne sait pas s'ils ont pu apparaître là. Alors, du coup, on se dit, bon, bah, il y a peut-être une autre solution. Si la vie est tellement difficile à faire apparaître sur Terre, alors peut-être qu'en fait, elle n'est pas apparue sur Terre. Et l'autre possibilité, c'est cette théorie-là. Alors ça, c'est un schéma qui n'est pas vraiment représentatif, vous avez compris ce qui se passe vraiment. C'est la théorie de la panspermie. Qu'est-ce que c'est que la panspermie? Alors, panspermie, si on fait un peu d'étymologie, c'est le germe du tout, panspermie. C'est un vieux terme, ça date de 1865. C'est une théorie qui a été affinée ensuite donc à la fin du 19e et début du 20e. Et en fait, ce que ça propose, c'est que la Terre a été ensemencée par des molécules prébiotiques. Elles sont arrivées toutes faites, si vous voulez. Et elles sont arrivées toutes faites dans des météorites qui bombardaient beaucoup la Terre lorsque la Terre était primitive, lorsque la Terre s'est formée.
Alors, le problème, c'est qu'en fait, il y a quand même des soucis. Donc, on se dit, voilà, ça a été formé ailleurs. Donc, ça veut dire déjà qu'on ne répond pas à la question de comment ça s'est formé. Et en plus, il y a quand même des soucis parce que, imaginons que la vie soit apparue sur Mars. Pour que cette vie-là apparue sur Mars arrive sur Terre, il faut d'abord qu'il y ait un gros météorite qui tombe sur Mars, qui expulse des bactéries et du matériau martien. Ensuite, que tous ces matériaux-là, ils se déplacent dans le système interplanétaire, qu'à un moment donné, ils arrivent vers la Terre, ils traversent l'atmosphère et ils tombent sur la Terre. Donc toutes ces étapes-là, en fait, sont très dangereuses pour les bactéries. Parce que là, ça fait un gros choc. Ici, ça peut durer longtemps, vous voyez, dans l'espace. L'entrée atmosphérique, ça chauffe beaucoup. Et l'impact sur le sol terrestre, c'est un impact à une grande pression, donc ça détruit les bactéries. Alors en fait, bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il y a des expériences qui ont été faites qui montrent que des bactéries peuvent résister à l'expulsion, au voyage dans l'espace, à l'entrée atmosphérique, à l'impact. Pour que ça résiste, il faut qu'elle soit enveloppée d'un petit peu de matière météoritique. Et à ce moment-là, ça peut résister à ces différentes étapes-là. Donc, ce n'est pas impossible. Alors, évidemment, quand je parle de météorites, il y a différents types de météorites. Il y a des grosses météorites, comme celle-là. Ça, c'est une météorite de 10 km. Alors, 10 km, c'est quand même pas mal parce que c'est une météorite qui fait la taille de ici jusqu'au là où volent les avions de ligne. Donc, représentez-vous quand même quelque chose qui arrive qui fait 10 km. Pour la Terre, c'est quand même pas mal. On a l'impression que c'est petit comme ça, c'est la taille de Paris, mais en fait, vu au niveau de l'atmosphère, 10 km, vous êtes déjà, vous ne pouvez plus respirer à 10 km. Vous êtes quasiment déjà dans l'espace. Donc, c'est quand même beaucoup. 10 km par rapport à 12 800 km de la taille de la Terre, c'est pas beaucoup. Pourtant, eh bien, ça a quand même provoqué un bouleversement environnemental avec la chaleur qui a embrasé probablement toutes les forêts, et ensuite, avec toute la poussière qui s'est créée, qui a été soulevée, il y a eu un froid intense pendant plusieurs mois. Ça a assombri le ciel, donc les végétaux sont morts, les animaux qui mangeaient des végétaux sont morts, et les animaux qui mangeaient d'autres animaux sont morts aussi. Et en fait, vous avez bien compris, ça c'est l'extinction des dinosaures. C'est une crise, c'est assez tertiaire, qui a quand même provoqué l'extinction de 70% des espèces animales et végétales. Bon, il en reste 30%. Évidemment, pas si mal. Il y a eu pire, hein, il y a eu des extinctions, il y a eu 90% des espèces animales et végétales qui ont disparu. Donc il y a eu pire que ça. Il reste 30%, dont les petits mammifères, comme nous. Donc finalement, bon, pour nous, c'était pas si mal. Voilà, donc ça, c'est il y a 65 millions d'années que ça s'est produit. Très bien, ça c'est 10 km. Alors regardons un petit peu ce qui va se passer s'il y a un plus gros impact. S'il y a un plus gros impact, on peut faire des extinctions catastrophiques. Un corps de 65 mètres de diamètre, il va faire un cratère de presque 300 km, la température va augmenter de 100 degrés sur Terre. Donc là, c'est plus du réchauffement climatique. Toutes les espèces disparaissent, toutes les espèces au moins sur la surface disparaissent. Un corps de 150 km, il évapore toute la zone photique, donc ce qui provoque la photosynthèse, sur une profondeur de 200 mètres. Un corps de 250 km, il fait un cratère de presque la taille de la France, et il stérilise la plaine jusqu'au fond des océans. Et un corps de 350 à 400 km, il évapore toute l'océanique. Donc, ces gros impacts météoritiques, c'est pas bon pour la vie. Vous avez compris. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, c'est pas de cela. Alors, oui, juste pour résumer, il y a eu 5 extinctions depuis l'apparition de la vie terrestre. La dernière, c'était il y a 65 millions d'années. Aujourd'hui, on parle de la 6e, mais là, qui ne serait pas due à des causes endogènes, c'est-à-dire terrestres, mais enfin, pas due à des causes exogènes avec des météorites, mais plutôt endogènes avec la pollution créée par l'homme et l'homme avec un grand H, bien sûr, et tout ce qui est émissions de gaz carbonique, de gaz à effet de serre en général. Non, moi, ce dont je vous parle là, c'est des micrométéorites. Alors, ces petits trucs-là, ça c'est typiquement la taille de quelques millimètres. Hein, ce truc-là. Ce sont des poussières donc, interplanétaires, il y en a plein dans le système solaire. C'est des poussières qui datent de 4,55 milliards d'années. Vous voyez qu'elles sont assez petites, hein, c'est la taille de 1,5 mm au maximum. Et vous en trouvez plein partout, même dans vos cheveux, vous en avez actuellement. Quand vous faites un shampoing, vous enlevez plein de micrométéorites. Alors, vous ne les voyez pas, elles sont toutes petites.
Vous en avez plein, plein partout. Alors en fait, vous aurez plus de poussière due au diesel dans vos cheveux que de micrométéorites. Vous en avez quand même. Et vous pouvez les collecter si vous allez au Groenland, en Antarctique, vous allez voir plein de petites poussières noires. Ça, c'est pas de la pollution, c'est des micrométéorites. Composés, quand vous les analysez, ils sont composés de carbone, d'acides aminés, oxydes, argile, métaux, donc une composition intéressante pour la formation de la vie. Et alors, je rappelle quand même que chaque année, on ne s'en rend pas compte, mais il y a 100 000 tonnes de météorites qui tombent sur Terre. Chaque année. 100 000 tonnes. Et donc, ça veut dire 2,5% à peu près, en gros, typiquement, l'ordre de milliers de tonnes de carbone. Ça, c'est actuellement, hein, c'est pas la formation de la Terre, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Ça. Donc, ça veut dire que tous les jours, sur Terre, il tombe plusieurs centaines de tonnes de météorites. C'est énorme. Et alors, on en a reçu beaucoup plus à un moment donné, probablement au début du système solaire. On pense qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu plus de météorites qui sont tombées et que ça représentait, si on avait pris tout le carbone apporté par ces météorites-là et qu'on le répartisse tout autour de la Terre, ça représente une couche de 40 mètres d'épaisseur autour de la Terre. Donc c'est énorme. Donc tout ça, c'est du carbone accompagné d'acides aminés. Donc c'est un apport intéressant de molécules prébiotiques qui peut-être peut aider à la formation de la vie, ou à l'apparition de la vie. Alors, là j'ai juste repoussé le problème, mais où est-ce qu'on peut former ces molécules-là, ces molécules prébiotiques? Ça, c'est la nébuleuse d'Orion, c'est une nébuleuse interstellaire, une nébuleuse dans notre galaxie, où en fait naissent les étoiles. Donc c'est une nébuleuse qui est grande, hein, il y a plusieurs étoiles, plusieurs centaines, même milliers d'étoiles qui peuvent se former dans cette nébuleuse, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de gaz. Et dans cette nébuleuse, et dans ce type de nébuleuse-là, on va essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur, particulièrement avec des ondes radio, on va essayer de voir quelles sont les molécules qui sont formées à l'intérieur. Donc en fait, quand on fait ça, donc là je vous montre un radiotélescope qui est à Nancy en Sologne, en France, eh bien on a pu identifier plus de 100 molécules organiques, donc basées sur le carbone. Ce qui montre que la chimie basée sur le carbone est riche. On en voit 100 dans les nébuleuses. Certaines qui ne tiendraient pas, ne survivraient pas longtemps sur Terre, parce que ça détruit par les rayons UV. Pourquoi elles tiennent là? Parce qu'elles sont protégées par la nébuleuse. Et il y a moins d'UV là où elles sont, donc elles sont protégées. Et puis dans les nébuleuses, comme elles restent là pendant plusieurs centaines de millions d'années, les molécules ont le temps de se former. Donc vous avez le temps et vous êtes protégé. Donc voilà, donc vous voyez dans ces nébuleuses-là, on voit des molécules qui vont se former, qu'on va retrouver ensuite quand on analyse les poussières de micrométéorites. C'est les mêmes en fait. Et on va les retrouver même dans les comètes, dans les astéroïdes, dans tous ces corps qui se trouvent dans le système solaire. Alors, je ne vais pas vous demander de retenir tout ça, mais ça c'est la liste des molécules organiques détectées dans ces nuages interstellaires. Et vous voyez qu'il y en a certains qui ont plus de 12 atomes basés sur carbone, hydrogène, azote. Et je ne vais pas non plus vous demander de retenir tout ça, mais c'est pour montrer que la chimie moléculaire dans l'espace, dans les nébuleuses, est très complexe. Et il y a plein de réactions où on arrive à former plein de molécules, comme ça, des fois par des réactions qu'on n'arriverait pas à faire sur Terre, encore une fois, parce qu'on n'aurait pas le temps, il y a une compétition avec d'autres réactions. Et par contre, ici, comme on a le temps, eh bien, ça se forme. On a une formation de molécules assez complexe. Donc, voilà. Donc ça, la filière spatiale est assez, est très étudiée actuellement. Peut-être que des molécules complexes ont été formées ailleurs. On trouve des acides aminés dans les comètes, dans les astéroïdes. Mais je dois dire quand même que pour l'instant, on n'a encore jamais trouvé d'acides aminés dans le milieu interstellaire. On n'a encore jamais identifié même la glycine, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'acide aminé très simple. Pour l'instant, on n'a encore jamais identifié dans un nuage interstellaire. Il y a des programmes d'observation, évidemment, en particulier avec ALMA, qui est un grand radiotélescope au Chili, on essaye d'identifier cette glycine. Voilà, donc j'en arrive à ma deuxième partie. Je ne sais pas si j'arriverai à faire les trois, en fait, mais bon. Je passe sur le système solaire.
Vous voyez en fond, c'est la planète Mars, et en fait, je ne vais pas faire tout le système solaire parce que je n'aurai pas le temps, mais je vais surtout parler de la planète Mars. Donc le système solaire, je ne vais pas vous le décrire non plus en détail, hein, mais peut-être que vous vous souvenez, et que vous savez quand même, dans le magistère de physique, que il y a 4 planètes telluriques, donc des petites planètes, typiquement de la taille de quelques dizaines de l'ordre de la dizaine de milliers de kilomètres de diamètre, et il y a des grosses planètes gazeuses, type Jupiter, qui sont 10 fois plus grandes, en gros, typiquement. Voilà. Donc ça, c'est des planètes rocheuses, ça, c'est des planètes gazeuses. Celles-là sont proches du Soleil, celles-là sont loin du Soleil. Je vais décrire Mars. Voilà Mars. Donc là, vu de l'extérieur, Mars paraît très aride, avec un petit peu de relief, vous voyez ici. Et ce relief, en fait, on va voir on pense qu'il a été créé par de l'eau qui a coulé en abondance à un moment donné, après la formation de Mars, et jusqu'à probablement il y a 3 milliards d'années. Donc il y avait de l'eau qui coulait en abondance sur Mars qui a creusé ces grands canyons que vous voyez ici. Mars est sujette à des grandes tempêtes de sable. Donc là, je vous en montre une qui a eu lieu l'année dernière. Là, c'est Mars, ce que vous voyez d'habitude, vous voyez la calotte polaire ici. Et ça, c'est une grande tempête de sable qui a recouvert toute la planète. Donc là, pendant plusieurs mois, on ne voyait plus du tout de détails sur la planète Mars. Alors, la planète Mars est intéressante. Donc évidemment, elle est connue depuis l'Antiquité. Hein, les anciens, vous voyez se déplacer dans le ciel. En 1666, Cassini découvre des calottes polaires qu'on voit juste ici derrière le zoom. Petite calotte polaire sur Mars, vous l'avez vu tout à l'heure. Et donc, Cassini dit déjà, c'était le directeur d'observatoire de Paris, Jean-Dominique Cassini, il dit il y a de l'eau sur Mars. Alors lui, il n'en avait pas la preuve, il n'a pas fait de spectroscopie à l'époque. On en a fait après, voilà, la calotte polaire, vous la voyez mieux ici. Il y a en effet de l'eau sous forme de glace sur la planète Mars. Alors ensuite, l'historique est assez intéressant parce que à la fin du 19e, il y a un Italien, Giovanni Schiaparelli, qui a dit qu'il avait un instrument qui regardait la planète Mars, qui voyait plein de petits chenaux, des canali. Canali en italien, si je ne me trompe pas, ça peut être des canaux à la fois naturels ou artificiels. Alors que canaux en français, c'est plutôt artificiel. Et donc il y a eu plein de petits canaux comme ça, donc il les a dessinés, tout ça, et il a fait des super cartes de Mars. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Percival Lowell, un riche américain, qui a dessiné ces cartes-là et qui a proposé qu'en fait ces canaux soient des constructions faites par les Martiens pour amener l'eau de la calotte polaire jusqu'aux villes martiennes. Et il a fait il a même vu des canaux qui étaient doubles, comme vous voyez ici, là. Voilà. Donc il s'est dit, il y en a un qui part d'un côté, l'autre qui part de l'autre, etc. Et en fait, à tel point que en 1907, l'éditeur de Nature c'est quand même l'une des revues de référence en sciences, l'éditeur de Nature a demandé à Percival Lowell d'écrire un article sur ce qu'on connaissait de la présence de Martiens sur Mars. Voilà, donc voilà la carte de Percival Lowell. Vous voyez ici les villes. Il leur a donné des noms. Et donc, tout part de la calotte polaire, et ensuite, tout est dirigé vers les villes. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ça montre quand même que le mythe du Martien, il est coriace. Et il y a encore aujourd'hui, en fait. On a envie de trouver de la vie sur Mars. Il y a des raisons à ça. Les premières sondes américaines, les sondes Viking qui sont allées sur Mars en 1976, quand elles sont posées, elles ont pris des photos, c'était au petit matin sur Mars, elles ont vu du givre. C'est du givre d'eau. Donc c'est de l'eau givrée. Donc il y avait de l'eau, déjà, un peu dans l'atmosphère. Et il a fait des expériences d'exobiologie. C'est-à-dire qu'il a regardé la composition de la roche pour voir s'il n'y avait pas. Bon, déjà, ils ont regardé s'il n'y avait pas des martiens autour. Vous voyez qu'il n'y a pas de martiens autour. Et après, ils ont regardé quelle était la composition pour voir si c'était d'origine volcanique, sédimentaire. Et en fait, le résultat, c'est que la composition est assez similaire à celle de la croûte terrestre et qu'il n'y a pas de preuve qu'il y ait de la vie sur Mars. Par contre, la preuve que de l'eau était partout sur le sol martien, ça oui. Pas de molécules organiques, pas de vie.
Alors ça a été testé en surface, donc au moins jusqu'à quelques centimètres sur la surface, il n'y avait pas de traces de vie. Et ça, donc ça c'est le Viking, la sonde Viking. Et là, je vous la montre dans le four où elle a été stérilisée. Et en fait, on l'a fait juste pour ces sondes-là. Après, on a arrêté de faire ça. Elle a été chauffée, je ne me souviens plus, mais au-dessus de 100 degrés en tout cas, pour détruire toutes les bactéries qu'il pouvait y avoir sur cette sonde. Aujourd'hui, on ne fait plus ça parce que, en fait, c'est quand même assez dangereux pour pas mal de composants. Et on essaie de stériliser au mieux. Et puis, on se dit aussi que le vide interplanétaire, il stérilise aussi. Donc, mais on ne chauffe plus dans un four. Là, on a mis la sonde dans un four, on l'a chauffée pour stériliser toutes les bactéries. Enfin, pour les tuer. Des missions martiennes, il y en a eu plein. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, mais vous voyez, il y en a eu plein. Il y en a encore aujourd'hui beaucoup qui sont soit sur place, soit en cours d'aller sur Mars, soit qui sont en préparation. Des missions américaines, des missions européennes, des missions chinoises, des missions arabes. Il y en a qui est parti cet été. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de missions qui sont envoyées. C'est une planète qui intéresse beaucoup les scientifiques parce que, d'abord parce qu'elle est proche de nous, elle est très similaire à la Terre, on pourrait éventuellement y aller à un moment donné, même si c'est très, très compliqué, et aussi parce que peut-être qu'il y a eu de la vie sur Terre parce que les conditions étaient très similaires à la Terre, sur Mars, au tout début de la vie de Mars. Alors, juste pour vous montrer un petit peu quelques éléments, en fait, là, vous voyez donc un lit de rivière, on traverse un lit de rivière, et en bleu, vous voyez des traces. Alors, on a de la glace en blanc, on a des surfaces, et là, c'est des traces d'argile. C'est-à-dire c'est de la terre qui a été mouillée par de l'eau. Donc ça, c'est Mars Express vu par Omega, c'est-à-dire qu'il y a une rivière ici, avec de l'eau qui a vraiment coulé. Vous voyez l'échelle, hein, c'est 50 km. Une autre image, ça c'est plus petit, hein, c'est 5 cm. Là, vous avez, c'est sur Mars, hein, vous avez des polygones au fond de cratère. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau, et puis l'eau s'est évaporée. Il y avait un lac dans le cratère, le lac s'est évaporé et a laissé cette formation de polygones. Voilà, donc, ça c'est sur la formation le mélange de la surface quand il y a des éjectats. Je ne peux pas insister là-dessus parce que sinon j'aurai pas de temps. Je vais avancer. Voilà, ça c'est intéressant. Là vous voyez, ça c'est la preuve qu'il y a encore de l'eau sur Mars aujourd'hui, mais en sous-sol. Il y a encore de l'eau glacée en sous-sol martien. Parce que là vous voyez, regardez, vous avez un impact de météorite. Là, le météorite, en impactant, il a chauffé le sous-sol, l'eau elle s'est mise à bouillir, elle est sortie, ça fait une rivière. Avec la rivière, elle ressort nulle part ailleurs. Elle est sortie de cet impact-là. Donc évidemment, du coup, c'est une rivière qui part. Et vu la pression actuelle sur Mars, l'eau s'est évaporée très rapidement. Elle n'est pas restée. Mais la quantité est quand même suffisante pour créer ce lit de rivière, qui va tout de suite s'assécher. Une autre image, ça c'est un splash comme, vous savez, si vous allez sur la plage à marée basse et vous jetez un caillou dans le sable qui est très mouillé, ça fait un splash. Là c'est exactement pareil, ça c'est deux météorites qui sont tombées, qui ont fait un splash sur le sol martien. C'est la preuve, encore une fois, que le sol, il est imbibé d'eau sur Mars. Donc il y a de l'eau en sous-sol. Et pour le faire ressortir, eh bien, il faut le faire bouillir. Pour le faire bouillir, il faut un gros impact. À grande vitesse, ça fournit beaucoup d'énergie et ça fait sortir l'eau. Dernier exemple, on a des myrtilles sur Mars. Alors pas des myrtilles à manger, mais des myrtilles, c'est en fait des spirules, des petites boules, qui sont très riches en fer et qui sont créées par du fer qui va être bougé par des oscillations dans l'eau, donc typiquement des vagues. Donc il y a eu de grandes quantités d'eau avec de l'eau qui a vraiment bougé sur Mars et ça a créé ces myrtilles. Et ça, c'est typiquement des myrtilles qui font de l'ordre, ça peut être jusqu'à 1 cm. Et alors ça, c'est un exemple qui est assez intéressant aussi, c'est une coulée sombre sur Mars. Et ça, c'est des choses qui se créent encore actuellement. C'est-à-dire qu'on peut passer à un moment donné, on ne voit rien, et on passe le lendemain, on voit cette coulée sombre. En fait, c'est un mélange probablement de sable mouillé avec de la boue qui va à un moment donné être instable et qui va couler comme ça sur Mars. Donc il y a plusieurs exemples comme ça qui sont intéressants. Alors récemment, sous la calotte martienne, on pense qu'on a découvert une poche
d'eau liquide. Donc là, vous voyez, ça c'est la calotte martienne. Là, c'est une zone qui a été cartographiée en radar. Et vous voyez ici, en bleu, on pense que c'est de l'eau qui est sous la calotte martienne. Donc ça, c'est des choses qui montrent qu'il y a de l'eau sur Mars actuellement en sous-sol. Ça, c'est la calotte martienne, donc c'est en fait, on image en radar une partie, on image la calotte et on regarde ce qu'il y a en dessous. Et donc, on trouve, voilà, c'est un réservoir d'eau liquide de 20 km de large, sous 1,5 km de glace. Donc ça, c'est un résultat important, puisque ça prouve qu'il y a quand même de l'eau liquide encore sur Mars. Pas seulement de l'eau qui se met à bouillir, donc pas seulement de l'eau glacée sous la surface, mais aussi de l'eau liquide. Ça, c'est peut-être un dernier exemple, c'est un tsunami géant qui a eu lieu sur Mars il y a probablement 3 milliards d'années, avec une vague de 300 mètres de haut qui a déferlé à plus de 200 km/h sur une distance de plus de 1000 km. Et ça a laissé ces plissements là, dans la surface de Mars que vous voyez ici. Donc, il y a eu ça, c'est des observations, et puis il y a un modèle qui a été effectué qui montre quelle énergie il faut pour faire ce plissement dans la surface martienne. Donc il y a vraiment eu beaucoup d'eau. Pour créer un tsunami comme ça, il faut beaucoup d'eau. Alors ça, c'est des petits robots qui ont été envoyés. Donc Pathfinder d'abord, Spirit Opportunity et Curiosity, qui est encore sur Mars actuellement, qui est un gros rover. Voilà, ça c'est différents rovers qui ont séjourné sur Mars avec le nombre de jours qui sont restés sur la planète Mars. Ça c'est, bon, je ne vais pas vous montrer tout le film parce que c'est long, mais je vais quand même vous montrer un petit peu. Ça c'est le paysage martien. En gros, si vous êtes sur Mars, voilà ce que vous voyez. Un petit peu de son. Ah ben non, parce que le son est... voilà ce que vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez un désert avec des dunes et puis avec un petit peu de rochers comme ça. Et là, des fois vous voyez des traces, c'est le rover qui a filmé là où il est passé. Voilà, ça c'est Mars. Donc vous voyez que Mars c'est assez ennuyeux en fait. Hein. Si vous allez sur Mars, les treks sur Mars c'est ça. Alors en plus les reliefs sont très très bas. Par exemple, il y a un grand volcan sur Mars qui fait 26 km d'altitude, 26 km. Mais sa base, c'est 1000 km, donc vous montez dessus tranquillement. C'est la montagne à vaches, en fait. Sauf qu'il n'y a pas de vaches et pas de végétation. Donc voilà, Mars, c'est ça tout le temps. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il dure 3 minutes, donc je ne vais pas tout vous montrer. Donc ça, c'est Curiosity qui arrive sur Mars, mais donc je ne vais pas... voilà, je ne vais pas vous montrer le reste. Curiosity qui s'est fait un selfie, il s'est pris plein de photos comme ça, et ça, c'est le selfie de Curiosity sur Mars, qui est assez sympa. Tout ça, je vais passer. Ça, c'est le chemin qu'il a parcouru et il étudie, il recherche de l'argile, il fait des analyses du sol, il fait plein de choses très intéressantes. C'est un rover en fait, c'est un laboratoire de physique et de chimie directement sur lui-même. Donc, et il y a deux rovers qui vont être lancés. Il y en a un qui a été lancé, qui est américain, qui a été lancé, qui va parcourir Mars de nouveau. Il y en a un européen qui va être lancé en 2022. Et dont le but c'est de forer sur 2 mètres pour voir s'il n'y a pas des traces de vie sur 2 mètres de profondeur. Voilà, donc je passe vite. Alors je veux maintenant mentionner un point, c'est qu'on a détecté du méthane sur Mars. Or le méthane, vous savez peut-être sur Terre, il est créé soit par les volcans, soit par les vaches. En gros, d'accord, il y a une grande quantité de méthane qui est créée par les ruminants. Et alors sur Mars, pour l'instant, on n'a pas vu de vaches. Mais ce n'est pas forcément des vaches, ça peut être aussi des bactéries qui vont créer du méthane. Et comme la durée de vie du méthane sur Mars, à cause de la température de la pression, c'est 300 ans, s'il y a du méthane, c'est qu'elle a été créée récemment. Donc est-ce qu'il y a des bactéries? Il n'y a pas de volcan actif. Est-ce qu'il y a des bactéries? Donc il y a en ce moment un orbiteur européen qui orbite pour détecter la présence de méthane et si cette présence varie, si la teneur en méthane varie sur Mars. Voilà, donc ça c'est pour vous donner comment créer le méthane, mais je vais passer très rapidement. Ça c'est le fait qu'on détecte beaucoup de matière organique sur Mars avec différents rovers. Et je vais finir là-dessus. Sur Mars, il y a 3 milliards d'années, toutes les conditions étaient réunies pour que la vie apparaisse. Il y avait de l'eau, il y avait une atmosphère épaisse, ce qui n'est plus le cas maintenant, l'atmosphère est très ténue. Si vous allez sur Mars,
la pression au sol de Mars, c'est pareil qu'à 50 km sur Terre, d'altitude. C'est-à-dire, il n'y a rien. 50 km, vous allez sur Terre, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment, il y a vraiment pas beaucoup, alors qu'avant, il y avait beaucoup. Avant, l'atmosphère était très épaisse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on pense que, comme Mars n'a pas de champ magnétique, ou très faible, eh bien, les rayons énergétiques du Soleil, ils ont interagi avec l'atmosphère de Mars et ils ont en fait évacué l'atmosphère. Et l'atmosphère partant petit à petit, la pression diminue, l'eau à la surface s'est évaporée, et aujourd'hui on a ce paysage martien très désertique, alors qu'avant on avait beaucoup d'eau. Et eh bien, je vais tout simplement m'arrêter là. Je ne peux pas faire les exoplanètes, mais c'est un autre monde et je ne vais pas le faire en 30 secondes, donc je préfère arrêter là. J'ai fait la Terre, j'ai fait Mars, ce qui est déjà pas mal en fait. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Je ne sais pas si vous avez le temps pour des questions. Oui, on va prendre quand même quelques questions. Vous êtes allé un peu en retard, donc on va surveiller. Vous avez oublié que vous aviez cours après. Mais je ne savais pas que c'était 13h30. Je pensais que c'était 14h. Est-ce qu'il y a une question brûlante? Oui, vas-y. Vous n'avez pas parlé de zone d'habitabilité, mais Mars est dans la zone d'habitabilité. Oui, tout à fait. Je n'en ai pas parlé parce qu'en fait, je comptais en parler après. Donc je suis désolé. Mais en effet, alors la zone d'habitabilité, pour faire très rapide, en fait, c'est la région où en fait, là, on peut avoir une planète rocheuse avec une atmosphère et, une température entre 0 et 40 degrés typiquement pour qu'il y ait de l'eau liquide. Et en fait, Vénus, la Terre et Mars sont dans la zone d'habitabilité. Donc Mars, on l'a vu, il n'y a pas d'eau, mais on pense que c'est parce que l'atmosphère a disparu. Et Vénus, c'est un monde encore complètement différent. Vénus, il fait 450 degrés, pression de 90 atmosphères, et on a des pluies d'acide sulfurique. Donc c'est pas très habitable. En effet, c'est ce qu'on recherche dans les exoplanètes aujourd'hui, c'est des planètes habitables. Donc dans la zone d'habitabilité. J'avais une autre question. J'avais une question sur la définition de la vie en général. Donc vous avez dit qu'il y a la définition de la vie sur la Terre qui dit la vie est un système chimique entretenu capable de subir l'évolution d'organiens. Mais c'est juste que je voulais savoir pourquoi l'évolution doit être darwinienne. Et deuxièmement, en fait, il y avait des scientifiques qui ont dit que c'est mieux de chercher si vous voulez trouver la vie, vous cherchez la diminution de l'entropie. Donc, ça a l'air un peu plus abstrait. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, sur le premier point, on a besoin d'évolution parce que sinon, en fait, il n'y a pas d'adaptabilité à l'environnement. On le voit par exemple, sur le virus actuel, là, il y a des mutations, et c'est les mutations qui sont les plus résistantes qui vont permettre au virus de survivre, en fait. Le virus, c'est un mauvais exemple parce que c'est pas vivant, mais c'est un exemple actuel. Si vous voulez, nous, si on ne s'était pas adapté, on ne serait plus là. Et ça, c'est vrai pour toute forme de vie. Donc l'évolution est vraiment inhérente à la vie. S'il n'y a pas d'évolution, la vie s'arrête. Sur le deuxième point, oui, on peut rechercher en diminution d'entropie si on veut. Ce qui est important sur la recherche de vie, encore une fois, j'ai un peu insisté là-dessus, pourquoi on recherche de la vie basée sur le carbone et de l'eau? C'est parce qu'on sait que ça a réussi sur Terre. Mais on peut chercher d'autres choses, j'en ai pas parlé. Je fais un cours d'exobiologie, mais qui dure 36 heures, on ne peut pas faire la même chose ici. Mais par exemple, on peut rechercher la vie basée sur du silicium, qui a aussi une liaison tétravalente. Mais la chimie est moins riche, il n'y a qu'une dizaine de molécules basées sur le silicium, et les liaisons sont moins stables. Donc on ne s'interdit pas de regarder autre chose. Mais c'est vrai qu'on regarde principalement ce qu'on sait qui a marché. Voilà. Oui. C'est une image de la surface de Mars. Ah oui, donc là, on dirait, ouais, c'est ça que c'est rigolo, parce qu'en fait, on dirait la tête de femme. En fait, c'est absolument pas une. Quand on regarde de plus près une résolution, évidemment, on voit pas ça. C'est vraiment juste pour illustrer, mais c'est une vraie image. Et une dernière question? Est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a une seule française beaucoup de nouvelles sur Terre? Ou est-ce qu'elle apparaît indépendamment? C'est une excellente question, et en fait, Tu peux la répéter? Oui, la question c'est est-ce qu'on est sûr qu'il y avait un seul ancêtre commun sur Terre, donc un Lucas, ou est-ce que la vie a pu apparaître à différents endroits différemment? Et bien en fait, vous avez complètement raison, on n'en est pas sûr, mais on pense a priori que la vie est apparue à différents endroits sur Terre avec différentes façons de faire la vie, de la faire apparaître.
Mais il y a l'une de ces formes de vie qui a résisté mieux que les autres et qui a détruit toutes les autres. Et c'est pour ça que c'est important, sur Mars, d'aller chercher des formes de vie fossiles, si on a eu, parce que ça nous permettrait de voir une forme différente de vie qui s'est formée. Et d'ailleurs, c'est maintenant ce qu'essayent aussi de faire ceux qui fabriquent des rovers, c'est de ne pas détruire là où ils vont la vie fossilisée, si on a eu sur Mars. Mais en effet, on pense que la vie, a priori, un peu comme les langages, si vous voulez, ont apparu de façon différente sur Terre, on pense que la vie est apparue de façon différente dans différents endroits sur Terre. Mais on a pu accéder à ces formes de vie anciennes. Bon. On va arrêter pour vous laisser passer un cours. Merci beaucoup et bonjour. Merci encore, Sylvain. Et donc, prochain séminaire.